Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous revoir, mais c'est aussi vraiment un plaisir toujours renouvelé de vous accueillir ici au Bocols, qui est, il faut le dire, un joyau architectural liégeois, trop méconnu des Liégeois eux-mêmes d'ailleurs. Mais pour simple rappel, la construction originale de ce bâtiment est l'œuvre au XVIe siècle du chanoine Arnold de Bocols. Voilà. Pour connaître la suite de l'histoire, je vous promets que j'en dirai une phrase de plus la fois prochaine où j'aurai le plaisir de vous accueillir. C'est dans ce lieu qui est le siège des activités du Grand Liège que nous accueillons aujourd'hui nos invités ainsi que ceux du Collège Belgique qui viennent assister aux cours-conférences qui y sont données. Ce soir, mon plaisir est tout particulier puisque le sujet à l'ordre du jour est l'évocation d'une personnalité hors du commun, un des Liégeois les plus célèbres, dont nous commémorons précisément le 120e anniversaire de sa naissance, vous le savez bien sûr, Georges Simenon. Pour nous en parler, Benoît Denis, professeur à l'Université de Liège, et directeur du centre d'études Georges Simenon, qui ne manquera pas de nous retracer les origines de ce fonds et qui nous fera part du résultat de ses travaux et de ceux des chercheurs de l'Université de Liège notamment, qui se sont consacrés à de multiples études sur l'œuvre et la personnalité de cet écrivain. Et, les bonheurs ne venant jamais seuls, à ses côtés, nous avons ce soir la chance de recevoir John Simenon, qui bien sûr a connu son père mieux que quiconque présent ici, mais qui depuis les années 90 gère le patrimoine littéraire et audiovisuel de son père. Fidèlement présent à Liège, j'insiste, parce qu'il ne vient pas seulement aujourd'hui, mais il y est régulièrement. Eh bien, il y est actuellement présent pour préparer le Printemps Simenon, qui pendant 4 jours, du 8 au 11 mars, retenez bien ces dates-là, parce qu'on va encore vous en parler, et ne les oubliez surtout pas, du 8 au 11 mars, eh bien, ce Printemps Simenon permettra à la Cité ardente de rendre hommage et d'actualiser l'œuvre du romancier de langue française le plus vendu, le plus traduit et le plus adapté du XXe siècle. Ça aussi, il faut d'ores et déjà bien retenir cette donnée importante. Nous ne pouvions bien sûr pas manquer cet événement et nous sommes donc heureux en quelque sorte de vous le présenter en avant-première. Mais les plaisirs sont sans fin. Nous accueillons Benoît Denis, nous accueillons John Simenon, mais nous aurons aussi ce soir le plaisir d'accueillir une autre grande personnalité, puisque Jean-Marie Klinkenberg, en sa qualité de membre de l'Académie royale de Belgique, exerce la charge de responsable académique. C'est à lui donc qu'échoit l'agréable mission, je m'empresse de le dire, de présenter davantage notre orateur et son sujet. Il est vrai qu'en ses hautes qualités de professeur émérite de l'Université de Liège, spécialiste des sciences du langage et président du Conseil de la langue française, il est particulièrement indiqué pour accomplir cette mission. Je lui cède donc immédiatement la parole. Merci. Ainsi que M. Forel l'a rappelé, ce cours-conférence prend donc place dans un cycle d'activités du Collège Belgique. Alors, ce Collège Belgique, dont le nom est un clin d'œil au Collège de France, et où Belgique est un adjectif, contrairement à ce qu'on peut croire, a été fondé il y a maintenant une quinzaine d'années par l'Académie royale de Belgique. Alors, la mission de cette académie, qui n'est pas constituée que de vieux messieurs poussiéreux, ou bien grammaticalement j'aurais pu dire qu'il n'est pas constitué de vieux messieurs poussiéreux, est la promotion du savoir, sa diffusion et la réflexion critique sur ce savoir. Et une manière de rencontrer ces objectifs, s'acquitter de ces missions, c'est de mettre en contact le grand public cultivé, vous, nous, avec les savants les plus pointus dans leur discipline, qu'il s'agisse du bien-être animal, de la crise énergétique, du réchauffement climatique ou du Covid.
Et cela dans ces conférences qui se donnent non seulement à Bruxelles, siège de l'Académie, mais aussi à la capitale, Namur, je veux dire, à Charleroi, à Mons, Paris, Rome, et dernière ville que je cite et non la moindre, Liège. C'est un de ces savants pointus que le Collège de Belgique a invité aujourd'hui, en collaboration avec le Grand Liège, Benoît Denis, donc pour la rencontre de ce soir, une rencontre qui prélude à un autre cycle de conférences du Collège Belgique, un cycle portant le titre, tout un cycle cette fois-ci, un cycle portant le titre de Simenon, écrivain total. Benoît Denis, on l'a dit, enseigne à Liège, mais c'est sur un plan très international qu'il se profile comme une des références dans l'étude de la littérature française et des littératures francophones des 19e, 20e et 21e siècles, et en matière de sociologie de la littérature. Et il me plaît d'autant plus de saluer en lui un maître que j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec lui. Alors, grand spécialiste de Sartre, Benoît Denis s'est intéressé à bien d'autres écrivains, parmi lesquels Hergé, et on lui doit, entre autres choses, une très épaisse histoire de la littérature belge, francophone, et un livre vraiment marquant, intitulé « Littérature et engagement » de Pascal à Sartre, et je vous conseillerais d'aller l'acheter s'il n'était pas épuisé, je pense. Non, je pense que si. Mais c'est aussi et surtout un spécialiste majeur de Simenon, cet auteur dont l'œuvre est étudiée partout dans le monde, et c'est ce spécialiste que vous disposez à écouter. Alors, cette année, ce savant qui est à l'université, on l'a rappelé, le directeur du centre d'études Georges Simenon, n'a pas craint de descendre parmi nous, de descendre dans la rue. Il est en effet la cheville ouvrière de la grandiose opération Le Printemps Simenon, qui aura lieu en mars, on l'a dit, avec la complicité active de John Simenon, et où, entre mille activités, il y aura une exposition Simenon, images du monde en crise, c'est toujours son titre, au Grand Cursus, exposition dont Benoît Denis est le commissaire. Mais Benoît Denis n'est pas que dans les rues, c'est dans son laboratoire qu'il a conçu le livre « Les obsessions du voyageur » sur les reportages de l'écrivain qui a été aussi un journaliste. C'est là qu'il a étudié et publié les scénarios de Michel Audiard tirés du roman de Georges Simenon, mais surtout, c'est là qu'il a établi, alors qu'il était à l'aube de sa carrière de chercheur, l'édition savante du meilleur de l'œuvre de Georges Simenon dans 3 volumes de la bibliothèque de la Pléiade, en collaboration avec notre maître et ami commun, Jacques Dubois. Il est ainsi un des 3 Liégeois à avoir contribué à publier dans ce fleuron de l'édition française, la Pléiade. On en est jaloux. Merci en tout cas, Benoît, d'avoir mis cette somme à notre disposition et de l'avoir ainsi commentée pour notre grand plaisir qui va être prolongé ce soir par ta conférence. Voilà. Monsieur Forêt, cher patron, puisque Jean-Marie Klinkenberg était mon patron, et que donc je l'ai toujours appelé comme ça, et je continue de le faire. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour une conférence qui, j'espère que ça ne vous décevra pas trop, ne va pas parler spécifiquement de Simenon, mais plutôt des études simenoniennes à Liège, parce que, on vient de le rappeler, 2023, c'est l'anniversaire des 120 ans de la naissance de Simenon, et c'est évidemment un événement important. Mais pour nous, c'est aussi, 2023, les 50 ans du début des études simenoniennes à Liège. C'est à ce moment-là, en 1973, qu'elles commencent. Et un demi-siècle d'études sur cet auteur paraissait une belle occasion de jeter un petit regard en arrière sur ce qui s'était fait, comment ça s'était passé, comment ça avait progressé ou évolué, et puis surtout de décrire les orientations présentes de notre travail au Fonds Simenon et au Centre d'études Simenon, pour éventuellement tracer aussi quelques perspectives
sur les rapports entre Simon et sa ville natale. Alors, les origines donc des études simnoniennes à Liège, qu'est-ce que c'est? C'est en 1973. Simon fête ses 70 ans et il annonce, cette même année-là, mettre fin à sa carrière de romancier. Et Simon n'était pas comme ces chanteurs qui annoncent leur dernier tour de chant, puis qui en refont un, et puis un autre. Quand sa décision était prise, elle était ferme et définitive, et en effet, il s'arrêtera d'écrire des romans. Il publiera ensuite des textes de caractère autobiographique ou de souvenirs ou de réflexions qui s'intitulent les dictées, mais son œuvre romanesque se clôt à ce moment-là. À peu près à la même période, d'ailleurs, s'achève la publication aux éditions Rencontres à Lausanne de la première édition de ses œuvres complètes, ce qui est évidemment aussi une espèce de signal. Et donc, à Liège, se saisissant de cette occasion, le professeur Maurice Piron, qui est professeur en romane et qui était le patron de Jean-Marie Klinkenberg, et donc vous voyez les filiations comme elles s'établissent, le professeur Piron, donc, obtient de faire conférer à Georges Simenon le titre de docteur honoris causa de l'université, qu'il reçoit officiellement en mai. Et préalablement à cela, Maurice Piron avait consacré 4 des cours de sa charge avec ses assistants de l'époque. Il y avait Jacques Dubois, il y avait Claudine Gautomerche et je pense Daniel Lapin également. Donc avec ses assistants, il avait consacré une année entière d'enseignement à Simenon et à l'étude de l'œuvre, ce qui était quelque chose d'assez exceptionnel et peu courant à l'époque. Et il faut dire que Maurice Piron, que je n'ai pas connu, mais que j'ai lu et dont j'ai vu le travail, était une personnalité assez singulière au sein de la romane liégeoise, puisque c'était un philologue classique par bien des aspects, mais il avait d'abord été passionné par la littérature dialectale wallonne, et en particulier la littérature vivante. Et je me souviens tout de même que quand j'ai commencé les romanes et que nous devions choisir un sujet de mémoire, certains professeurs nous disaient, vous savez, des auteurs vivants, c'est dangereux, il vaut mieux un auteur mort. C'était quelque chose qui était peu courant. Et donc, il s'intéressait à la littérature vivante et il avait des espèces d'audace qui étaient très modernes pour l'époque. Par exemple, il s'est très tôt, et avant la plupart des gens, intéressé à la littérature francophone, donc la littérature de langue française, mais non française strictement. Et il a aussi encouragé, d'une certaine manière, tous ses assistants à explorer des voies assez nouvelles. Et donc, mettre Simenon à l'honneur relevait pour Piron d'un pari qui avait été, je pense, soigneusement calculé, puisque, à l'époque, décerner le titre de docteur honoris causa à une personnalité qui n'était pas issue du monde académique était un fait plutôt rare. Ce n'était pas la première fois, mais c'était quelque chose qui était rare. Ce titre-là était habituellement réservé à des professeurs. Et il était rare, comme je vous l'ai dit, d'étudier un auteur vivant. Sartre disait on entre dans un mort comme dans un moulin, et c'est vrai qu'il est souvent plus simple d'étudier un auteur mort parce qu'il n'est pas là pour nous répondre d'une certaine manière. Donc on privilégiait souvent les auteurs disparus. Et il était encore plus rare, évidemment, dans l'université de l'époque, de s'intéresser à un écrivain qui pouvait passer pour un écrivain populaire vu ses chiffres de vente. Mais Simenon, comme je l'ai dit, avait annoncé la fin de sa carrière de romancier. Ses œuvres complètes étaient en cours de parution, et donc son œuvre romanesque pouvait apparaître comme close, et donc elle devenait étudiable. Et touché par cet intérêt, Simenon va nouer avec Maurice Piron une relation amicale, qui est notamment visible dans la correspondance qu'ils ont échangée, que Laurent de Moulin, l'actuel conservateur du Fonds Simenon, a édité dans la revue Trace. Et tous ces échanges amicaux aboutiront en 1976 à la donation que Simenon fera d'une partie importante de ses archives littéraires à l'Université de Liège, qui constituera donc le Fonds Simenon, un patrimoine exceptionnel pour une université comme la nôtre. Ce fonds comporte un grand nombre de manuscrits ou de tapuscrits de Simenon, des documents préparatoires, l'ensemble de ses œuvres dans leurs différentes éditions et traductions, des dossiers de presse extrêmement exhaustifs sur sa réception tout au long de sa carrière, également des photographies, les enregistrements de ses dictées, enfin,
je passe, je ne vous ferai pas, je vous ferai grâce ici de l'inventaire, mais enfin, c'est un fonds extraordinairement riche et une université comme Liège a une chance exceptionnelle, évidemment, de posséder un tel patrimoine. Et évidemment, comme le stipulent d'ailleurs les termes de cette donation, et c'est important, l'université avait, dans ce cadre, la mission d'assurer la conservation des documents qui nous avaient été confiés, mais aussi l'étude scientifique de ces archives, dont l'accès est réservé aux seuls chercheurs, qu'ils soient d'ailleurs universitaires ou non. Ce n'est pas limité aux seuls chercheurs universitaires. Alors, pour étudier ces archives, va donc se constituer le Centre d'études Georges Simenon. Et pour bien essayer de serrer la nature de ces travaux, je pense que j'avais un PowerPoint, et j'imagine que je vais démarrer comme ceci. Voilà. Je commence ainsi. Donc pour étudier ces archives, je dirais qu'il y a trois strates d'études qui se sont immédiatement mises en place. Et le premier ouvrage issu des recherches initiales du Centre Simenon, c'est l'Univers de Simenon, qui est dirigé donc par Maurice Piron, le fondateur, et qui est paru aux Presses de la Cité en 1983, donc dans la maison d'édition qui publiait les romans de Simenon. Cet ouvrage est en fait l'inventaire complet des romans et nouvelles publiés par Simenon sous son propre nom, parus entre 1931 et 1972, soit 193 romans et une petite centaine de nouvelles. Chaque titre fait l'objet d'une notice qui présente des informations de type bibliographique, un résumé, des indications concernant les personnages, le cadre spatio-temporel et quelques éléments d'analyse. Et ce travail est fondateur à un double titre, à mon sens. D'abord parce qu'il reste aujourd'hui la base de toutes les notices sur les romans de Simenon qu'on trouve notamment sur Internet, qu'il s'agisse de Wikipédia ou de certains sites spécialisés, qui tous sont repartis de ce travail fondateur pour élaborer leur présentation. Et ça reste encore aujourd'hui, pour la plupart des chercheurs, la première source d'information sur les romans. Quand on veut s'orienter dans une œuvre aussi gigantesque, 193 romans, on commence par circuler dans l'ouvrage de Piron pour se dire, tiens, quels sont les romans qui seraient susceptibles de m'intéresser. Et la deuxième raison pour laquelle cet ouvrage est, à mon sens, tout à fait fondateur, c'est parce qu'il marque le démarrage d'une pratique assez intense chez les Simenoniens, consistant à cartographier cette œuvre immense et protéiforme à travers une série d'inventaires, de guides ou d'index. Alors, j'en donne ici quelques exemples. Michel Lemoine, qui avait collaboré étroitement avec Michel Piron pour publier l'Univers de Simenon, publiera à sa suite l'autre Univers de Simenon, qui est cette fois un inventaire des romans populaires que Simenon a écrit sous 27 pseudonymes différents, selon les comptages qui varient parfois, mais qu'on propose. Donc, nouvel inventaire extrêmement important. Le même Michel Lemoine, sur lequel je m'arrêterai tout de suite, a aussi publié un index des personnages de Simenon, qui permet de se retrouver dans la masse, les milliers et milliers de personnages qu'il a mis en scène. Peu d'auteurs ont droit à ce type d'ouvrage. Les principaux que je connais, c'est en gros Balzac et Proust, qui ont aussi des univers romanesques assez immenses et qui ont aussi ce genre de travaux. Et puis, bien sûr, il y aura des répertoires bibliographiques par Claude Mainguy, etc. etc. Je ne vais pas vous citer, évidemment, tout ce qui apparaît là. Alors, je viens de citer à plusieurs reprises Michel Lemoine, qui a disparu malheureusement en 2016. Michel Lemoine était un étudiant de la Romane qui avait suivi les cours de Piron lors de cette fameuse année 1973, et qui était devenu un passionné définitif de Simenon, auquel il a consacré l'essentiel de son travail, à côté de son métier d'enseignant dans le secondaire. Et c'est lui notamment qui va épauler donc Piron pour achever l'Univers de Simenon et qui poursuivra cette démarche d'inventaire, de cartographie de l'œuvre. Et pour avoir travaillé avec Michel Lemoine, je peux dire que c'était celui qui connaissait, ou qui était doté sans doute de la connaissance la plus détaillée, la plus précise de l'œuvre. Quand nous faisions encore la Pléiade avec Jacques Dubois, il nous arrivait de lui téléphoner parce qu'on calait sur quelque chose.
Et en 3 minutes, Michel Lemoine nous donnait la réponse et nous disait « ça se trouve là, il faut aller lire ça ». C'est ainsi que ça se passe. Donc il avait une espèce de connaissance absolument encyclopédique de cette œuvre. Mais son rôle allait plus loin, c'est que dans la vie du Centre d'études Simenon, il est celui qui va faire le lien entre les chercheurs universitaires qui y travaillaient et toute une série et toute une communauté d'érudits passionnés qui s'intéressaient à Simenon. Et cette communauté-là était relativement importante. Et ça va, je crois, dans un premier temps, définir le visage singulier des études simenoniennes, pendant pratiquement 30 ans, je crois, puisque elles ont été caractérisées par cette espèce de collaboration, ou en tout cas d'articulation entre des érudits passionnés et des chercheurs universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas banal du tout. Et je tiens à lui rendre hommage ici parce que sa générosité était vraiment très grande et son apport aux études simenoniennes est absolument inestimable. Et nous utilisons encore aujourd'hui, je dirais, quotidiennement ces travaux pour appuyer les nôtres. À cette première strate, donc, les inventaires, les guides, les index, etc., qui vont paraître en très grand nombre à propos de Simenon, et on comprend pourquoi. Hein, cette œuvre est tellement immense qu'il faut trouver une manière de la maîtriser et de circuler à l'intérieur de cette œuvre. Vont s'ajouter des approches plus spécifiquement universitaires. Et là, le premier ouvrage issu de ces recherches collectives, c'est Lire Simenon, réalité, fiction, écriture, qui présente donc une série de contributions issues des membres du Centre d'études Simenon. Alors, je pointe simplement deux directions qu'ont pris à ce moment-là les recherches et qui me paraissaient marquantes. La première direction, c'est les travaux de Claudine Gotto-Mersch, qui a travaillé dans le domaine de la génétique textuelle, terme barbare si l'on veut, mais qui signifie simplement qu'il s'agit là d'étudier tous les documents préparatoires, les manuscrits, les brouillons, éventuellement les correspondances ou journaux d'un écrivain, pour essayer de retracer le plus précisément le cheminement de sa création. Donc, comment, avant d'arriver à l'œuvre publiée, l'écrivain a-t-il circulé a-t-il conçu son œuvre, par quelles étapes est-il passé, par quel repentir, etc., etc. Alors, traditionnellement, les grands auteurs qui font l'objet de ce type d'approche, ce sont les auteurs très institutionnalisés, qui ont beaucoup mis en scène leur capacité à écrire, réécrire, retravailler sans cesse leurs textes. Et il y a deux noms pour le XIXe siècle et le début du XXe qui dominent, c'est évidemment Flaubert et Proust, qui sont les personnes qui sont les plus étudiées de ce point de vue-là. Et Claudine Gotto-Mersch était une des spécialistes de Flaubert et de l'étude de la génétique textuelle des manuscrits de Flaubert. Et donc elle va appliquer aux manuscrits de Simenon que nous avions au fond Simenon, ces méthodes qui étaient des méthodes extrêmement pointues. Et d'une part, elle va procéder comme ça à des études qui vont avoir une vraie légitimité en termes de recherche, mais aussi elle va parfaitement montrer que toutes les déclarations que Simenon a pu faire quant à sa manière d'écrire, de créer, etc., étaient pratiquement rigoureusement exactes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que quand Simenon, et vous pouvez écouter des interviews à ce niveau-là, raconte comment il procède pour écrire ses romans, toutes les recherches que Claudine Gotto a pu faire ont absolument confirmé ces choses-là. Donc son fameux rituel d'écriture, il se retrouve et on en trouve toutes les traces dans les manuscrits et dans les documents préparatoires qu'il nous a laissés. Autre approche qui est importante à ce moment-là pour Simenon, ce sont les travaux de Jacques Dubois qui s'orientent déjà dès cette époque vers la sociologie du texte littéraire et qui va donc appliquer ces méthodes-là à Simenon et je crois le faire sortir d'un type de lecture qui jusque-là était dominante et qui était des lectures psychologisantes ou même très souvent psychanalytiques. C'était les formes de lecture les plus couramment appliquées à Simenon. Et Jacques Dubois va tirer, dans le fond, Simenon vers une manière de montrer que Simenon, sans visée démonstrative, il n'est pas Zola, bien sûr, est aussi un romancier qui investigue le réel social.
il va montrer par exemple à quel point la contribution de Simenon à l'histoire du roman policier est absolument décisive dans un ouvrage qui s'appelle Le roman policier ou la modernité. C'est un panorama assez complet de l'histoire du roman policier, et Jacques Dubois place les Maigret à un moment extrêmement important et montre vraiment que dans l'histoire du roman policier, en tout cas à la française, l'intervention de Simenon est absolument décisive. De la même manière, il propose à propos des romans de Simenon ce qu'il appelait une théorie de la déviance, c'est-à-dire il dit dans le fond, beaucoup de romans de Simenon racontent une histoire qui est la même, c'est-à-dire qu'un personnage qui normalement est voué à mener une vie assez banale, un peu déjà à suivre une route toute tracée, tout d'un coup, pour une raison ou pour une autre, est amené à sortir du cadre, à passer la ligne, comme le disait Simenon lui-même. Et ce faisant, le personnage ne réussit pas nécessairement à changer de vie, mais gagne au moins une espèce de compréhension du jeu social qu'il n'avait pas précédemment. Et ça, ce sont des études qui sont extrêmement importantes et qui aboutiront en 2000 chez Jacques Dubois à une espèce de petit coup de force qui est de publier au Seuil cet essai consacré aux romanciers dits réalistes, donc Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, etc., et inscrire Simenon au terme de cette lignée-là. Donc pour le XXe siècle, il n'avait retenu que Proust, que Céline et que Simenon. Et ça, c'était un véritable petit coup de force que d'imposer Simenon, si je puis dire, parmi le panthéon des grands écrivains réalistes. Troisième strate, si vous voulez, de travaux, ensuite, c'est qu'à partir de 1985, Danielle Bajomet prend la direction du Centre Simenon, tandis que Christine Swings assure le rôle de conservatrice. Et Danielle Bajomet, dans ses fonctions de directrice, va véritablement là structurer l'activité du fonds, puisque sous son impulsion vont se tenir des colloques bisannuels qui vont rassembler à Liège la communauté des chercheurs simenoniens, c'est-à-dire à la fois des chercheurs universitaires, liégeois et d'autres universités, les érudits passionnés dont je vous ai déjà dit un mot, et souvent, et c'était, je pense, très intelligent de la part de Danielle Bajomet, elle veillait à ajouter à ce panel d'intervenants des spécialistes du thème étudié, qui n'étaient pas nécessairement des connaisseurs de l'œuvre de Simenon, mais qui venaient apporter dans ces travaux une réflexion plus générale, tout en étant conduits d'une certaine manière à se poser la question de Simenon dans leurs travaux. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant. Et ces colloques vont littéralement, pendant de longues années, baliser l'œuvre de Simenon et constituer un corpus critique de plus en plus consistant pour les études simenoniennes. Alors je cite les titres des différents colloques qui se sont tenus: Genèse et unité de l'œuvre, Simenon et son temps, Simenon et la biographie, les lieux de l'écrit sur l'imaginaire géographique de Simenon, Georges Simenon et l'exotisme, Simenon à l'écran, donc la question du cinéma, Simenon et l'histoire en 2003. Parallèlement à ça, Danielle Bajomet crée la revue Trace, acronyme un peu arrangé de travaux du Centre d'études Simenon. Revue dont le premier numéro paraît en 1989. Cette revue est d'abord dirigée par Michel Lemoine, et puis, depuis le milieu des années 2000, elle est dirigée par le professeur Jean-Louis Dumortier. Cette revue publie tantôt des actes de colloque, ceux qui se tenaient à Liège, mais ceux qui peuvent aussi se tenir dans d'autres universités, tantôt des numéros thématiques. Et c'est aujourd'hui 26 numéros qui sont parus, et vous voyez le dernier numéro paru, qui est cette fois-ci consacré à Maigret et qui rassemble des textes issus d'un colloque qui s'est tenu en Vendée, si je me souviens bien. Je signale aussi d'ailleurs que désormais, les 22 premiers numéros de cette revue sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site du Centre Simenon, donc ils sont accessibles à toute la communauté des chercheurs et de ceux qui s'intéressent à Simenon. Et donc, sous la direction de Danielle Bajomet, les études simenoniennes vont gagner, si je puis dire, en structure, s'inscrire dans la durée, dans la régularité,
et elle va véritablement constituer par là la communauté des chercheurs simnoniens. Et si je rassemble ces trois strates-là, moi je dirais que l'aboutissement de tout ce travail, qui est très considérable, sera l'édition Pléiade de 2003, que Jacques Dubois et moi-même ferons, sur laquelle je reviendrai, mais c'est évidemment un travail qui n'aurait pas pu avoir lieu sans toute cette masse de travaux qui avaient précédé. On arrive ainsi donc au début des années 2000 et, me semble-t-il, rétrospectivement, ces années 2000 marquent la fin d'un premier cycle d'études autour de Simon à Liège et fin d'un cycle qui s'explique par plusieurs raisons. D'abord, évidemment, et assez naturellement, un certain renouvellement générationnel. Des nouveaux chercheurs arrivent dans le jeu, c'est le cas de Laurent Demoulin, c'est mon cas aussi. Certaines personnalités partent à la retraite, comme la conservatrice du fonds, Christine Swings. Dans la communauté des érudits passionnés, certains commencent à ralentir leurs activités parce qu'ils sont très âgés, certains disparaissent, et donc il y a un certain nombre de transformations qui se produisent. Mais le changement le plus considérable, sur lequel je vais revenir et sur lequel je vais m'attarder, c'est un changement qui concerne l'administration de l'œuvre de Simon. Jusque-là, et depuis la mort de Georges Simenon, c'était Joyce Aitken, la secrétaire de Simon, qui avait continué de gérer son œuvre en suivant très très fidèlement les principes que Simon avait mis en place. Mais Joyce Aitken, à ce moment-là, disparaît, et ses fils, qui sont donc les ayants droit de l'œuvre, vont alors décider de modifier les modes de gestion de l'œuvre, et de la construction qui va se mettre en place à ce moment-là, ressortira le fait que John Simenon, qui est ici présent, va devenir dès 2001 le CEO de GSL, la société qui est dépositaire des droits de l'œuvre dite littéraire de Simenon. Il va exercer également le droit moral au nom des ayants droit, et il sera propriétaire et directeur de Simenon TM, qui gère les droits sur les œuvres dites non littéraires. Tout ça étant des distinctions sans doute contestables, mais qui sont d'une certaine manière nécessaires pour administrer l'œuvre. Et évidemment, ce changement-là est important, et je vais revenir dessus tout de suite. Enfin, en 2003, c'est le centenaire de la naissance de Simenon, et ceci marque, à mon sens, le démarrage d'un cycle de célébrations périodiques qui vont ainsi régulièrement placer Simenon dans l'actualité tout en contribuant à le faire entrer dans la postérité. On vient de fêter les 120 ans de sa naissance. Il y a eu un sujet à la RTBF, on a vu passer plusieurs sujets dans la presse française. France Culture a voulu aussi y consacrer un petit sujet. Il y a peu d'écrivains dont on commémore les 120 ans de la naissance. C'est quelque chose qui est assez rare. Je veux dire qu'on rythme comme ça la postérité d'un écrivain de 20 ans en 20 ans. C'est quelque chose qui reste rare. Et donc, il y a là quelque chose qui se passe. Et donc, comme ces années 2000 sont celles où je suis entré en activité dans les études simenoniennes, ce que je vais évoquer ici est évidemment ma lecture personnelle de la situation, et forcément, elle n'engage que moi, et d'autres pourraient avoir une autre vision des choses. Simplement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les nouvelles modalités de gestion de l'œuvre, telles que John Simenon les a mises en place, vont quand même transformer nos modes de travail au centre Simenon, parce que cette gestion de l'œuvre repose, dans ce que j'ai pu observer, si on veut, sur trois principes. Le premier principe, pour John Simenon, ce serait la défense et la protection de ce qu'il appelle l'ADN de Simenon, c'est-à-dire en fait le respect de l'intégrité de l'œuvre, chose qui était d'autant plus importante qu'à ce moment-là, le développement d'Internet, et puis on connaîtra les réseaux sociaux bien sûr, va accélérer très très fortement une espèce de circulation incontrôlée des images, des idées, des représentations. Et en d'autres termes, dans cette espèce de grande circulation accélérée des images, comment peut-on valoriser une œuvre sans l'abîmer, c'est-à-dire en évitant des exploitations qui en transforment les valeurs, les invariants, les fondamentaux, si on veut. Et ça a été, et c'est un des sujets que la gestion de l'œuvre
à traiter, je pense, quasiment quotidiennement. Deuxième principe de gestion, c'est que John Simenon a une conscience très nette que l'œuvre de Simenon n'est pas une rente, hein, ce qu'elle pourrait être, hein, mais qu'elle n'est pas une rente, où il suffirait de toucher, si je puis dire, les royalties qu'elle génère, mais que pour faire vivre cette œuvre, pour lui permettre de s'inscrire dans la durée, passer à la postérité, cette œuvre doit être entretenue, animée, présente par des manifestations et des événements divers qui la mettent en valeur. Et qu'il y a donc un travail constant à mener pour faire vivre cette œuvre-là. Et ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, John Simenon va aussi décider d'incarner cette œuvre, c'est-à-dire, selon ses propres termes, d'en être l'ambassadeur, mais donc d'être aussi, d'une certaine manière, le visage et la voix de cette œuvre. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque il est là ce soir, mais enfin, pratiquement toutes les manifestations qui s'organisent partout sur Simenon voient John Simenon y assister, prendre part, etc., parce qu'une œuvre a besoin d'incarnation, hein, si on veut. Et donc, il va jouer ce rôle-là. Et très rapidement, donc, cette nouvelle manière de gérer l'œuvre va se concrétiser dans la multitude des manifestations qui, en 2003, vont fêter le centenaire de la naissance de Simenon. Alors, on le sait évidemment, il y a eu Simenon en Pays de Liège en 2003, hein, sous l'impulsion de la province, qui va donc organiser une grande année Simenon. Mais ces activités pour le centenaire s'étendaient aussi ailleurs, et notamment à Paris. Hein. L'édition Pléiade qui est parue ne s'est pas décidée à Liège, hein. C'est décidé à Paris chez Gallimard, bien sûr. Et de la même manière, un tout petit peu après, en 2004, une grande exposition de photographie, L'œil de Simenon, à la Galerie nationale du jeu de paume aura lieu. Et d'une certaine manière, toutes ces activités extrêmement nombreuses qui sont organisées au cours de l'année 2003 vont mobiliser très fortement le centre d'études Simenon, puisqu'il va y participer assez étroitement, par un colloque universitaire dirigé par Daniel Bajomet, par la publication d'un ouvrage collectif dirigé par Jean-Louis Mortier qui s'appelle Le roman de Simenon, consacré à Pédigré, son grand roman liégeois. Par aussi une grande exposition au Tivoli consacrée à Simenon, exposition qui s'appelait Simenon un siècle, et pour laquelle, évidemment, le Fonds Simenon va prêter un grand nombre de ses pièces, mais pas seulement. Daniel Bajomet va jouer un rôle de commissaire scientifique pour cette exposition-là, et elle va publier aussi le catalogue de l'exposition Simenon, une légende du XXe siècle, qui reste tout de même une des approches globales, générales de Simenon, parmi les plus originales qu'on ait produites. Hein. Ça reste, c'est bien plus qu'un catalogue. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un travail qui apporte un éclairage nouveau sur Simenon et qui établit notamment des liens entre des facettes de son œuvre qu'on est peu habitué à mettre ensemble. Donc, c'est une contribution qui est aussi extrêmement importante. Et puis, bien sûr, évidemment, ce qui couronnait un tout petit peu tout ce travail, c'était l'édition Pléiade des 2 tomes de Simenon que Jacques Dubois et moi-même avions réalisés. Alors, on peut dire qu'au bout de cette année 2003, la moisson est riche. Hein, on sort tous au centre Simenon un peu épuisé de cette année parce qu'elle avait été extrêmement, extrêmement active. Mais personnellement, tout ça m'a amené à me poser un certain nombre de questions. Et le point de départ des questions que je me suis posées, c'était dans le fond l'expérience de la Pléiade. Parce que quand cette édition est parue, et dans ses suites, si vous voulez, il a bien fallu constater l'espèce d'écart qui apparaissait entre la réception souvent très positive que ce travail avait reçue dans la presse et auprès du public, le grand public cultivé, hein, si on veut, et l'impact quasi inexistant que ce travail avait eu dans le monde universitaire et académique. Alors je m'explique un tout petit peu. Jacques Dubois et moi-même,
sommes un peu sociologues de la littérature, et donc nous aimons bien observer ces phénomènes-là, mais Jacques Dubois et moi-même, nous attendions avec une certaine curiosité les effets de l'entrée de Simenon dans la Pléiade, puisque c'est dans le fond une forme de légitimation d'un auteur. Et nous avions en particulier travaillé dans notre conception de ces volumes à ce que Simenon il soit présenté avec toutes les caractéristiques qui puissent en faire un auteur universitaire, si on veut, c'est-à-dire étudiable à l'université. On avait essayé de rassembler tous les éléments qui montraient que Simenon était digne d'être étudié à l'université. Et force est de constater que ça a été absolument sans effet, si vous voulez. C'est que Simenon n'est pas devenu un objet d'étude universitaire. Si vous regardez, par exemple, chaque année en France est publiée une liste des thèses qu'on fait, classées par auteur ou par sujet. Certains auteurs à cette époque-là, même des Belges, comme par exemple Henri Michaud, sont l'objet de dizaines de thèses, sinon jamais. Et une des raisons de cela, enfin il y a sans doute beaucoup de raisons, mais c'est que si on analyse le système universitaire comme un système qui est tout de même un système dans lequel les gens font des investissements qui sont toujours un peu stratégiques en termes de carrière, c'est que Simenon n'apparaît pas comme un investissement rentable aux yeux d'un certain nombre d'universitaires ou de jeunes docteurs ou doctorantes qui se disent « avec Simenon, ça ne me conduira nulle part ». Et ça, si vous voulez, et de la même manière, par exemple, les romans de Simenon ne sont jamais inscrits dans les grands concours français, les grands concours universitaires français, comme l'agrégation, qui sont généralement les marqueurs du fait qu'un auteur devient un auteur étudiable à l'université. Et si vous voulez, ce constat-là, pour moi, est d'autant plus fort qu'à côté de ça, la réception critique de la Pléiade est vraiment excellente, et que nous recevons des critiques enthousiastes. La presse est quasiment unanime à saluer ces volumes-là. Les seules critiques un peu négatives sont celles d'amateurs de Simenon plutôt conservateurs qui trouvent que Simenon, ça ne se lit pas sur du papier Bible, mais sur du mauvais papier, dans des petits fascicules un peu pourris, si je puis dire. Ça, c'est un peu la seule remarque négative qu'on nous fait, mais pour le reste, l'édition est vraiment très, très, très bien accueillie. Et elle a même un succès public assez exceptionnel, puisque en une année, c'est 50 000 exemplaires qui s'en écoulent, ce qui, pour la Pléiade, est assez extraordinaire. Et si je ne me trompe, d'après les derniers relevés que j'ai reçus de Gallimard l'année passée, on a maintenant dépassé les 100 000 exemplaires cumulés pour les 3 volumes publiés. Donc, vous voyez, ma réflexion, c'est ça, c'est l'espèce de gap qu'il y a entre le succès et la réception généralement enthousiaste de ce travail et le fait que ça n'a strictement aucun effet dans le milieu académique. Que Simenon n'entre pas à l'université en dehors, si on veut, de Liège. Et dans le fond, ce constat va s'accentuer pour moi dans les années suivantes, c'est que, alors qu'il est pour nous de plus en plus difficile d'intéresser de nouveaux chercheurs hors de Liège à Simenon, je fais une petite parenthèse, il y a en Belgique une revue qui est exclusivement une revue universitaire qui est exclusivement consacrée à l'étude de la littérature belge, c'est la revue Textile. Elle consacre un numéro sur 2 à un numéro consacré à un écrivain spécifiquement. Elle n'a encore jamais consacré un numéro à Simenon. Laurent Demoulin et moi avons fait partie du comité de rédaction de cette revue, etc. Mais jamais il n'est apparu que Simenon était digne de faire l'objet d'un numéro, ce qui est quand même, à certains égards, assez ahurissant, si on veut. Et donc, si on veut, alors que Simenon, disons, ne prend pas dans le milieu académique, la demande d'éditeurs prestigieux ou d'institutions culturelles prestigieuses, elle, n'a jamais faibli, au point que, à partir des années 2003 et de fil en aiguille, j'en suis venu à consacrer la quasi-totalité de mes recherches à Simenon, parce que il y avait sans cesse des demandes, et des demandes qui étaient extrêmement intéressantes. Pour dire un peu comment cette activité se manifeste, il y a évidemment des festivals. Là, j'ai mis le festival du Chien jaune à Concarneau. Alors, c'est un festival du roman policier. Il n'est pas spécifiquement consacré à Simenon, mais enfin, c'est quand même le roman de Simenon qui se déroule à Concarneau qui lui donne son nom.
Il y a eu jusqu'il y a peu le festival Simnon des Sables d'Olonne, qui rassemblait aussi beaucoup des passionnés et des chercheurs sur Simnon. Et puis, il va y avoir des expositions, par exemple à l'Historial de la Vendée. C'est l'exposition que vous voyez ici, dont j'ai assuré le commissariat, avec la publication à nouveau d'un catalogue. J'ai mis ici quelques exemples aussi. Mon collègue Laurent Demoulin a dirigé le numéro de la collection de Lerne consacrée à Simnon. C'est une des collections françaises les plus prestigieuses autour des monographies sur un auteur. Et donc, il y a eu ça. J'ai eu cette occasion de publier une anthologie des textes de reportage de Simnon. Nous avons fait un 3e volume, Pléiade, où j'ai eu l'occasion aussi de travailler sur des scénarios adaptés de romans de Simnon. Donc, il y a eu là une activité, si vous voulez, qui a été absolument constante. Et ce sont évidemment de vrais travaux de recherche, mais qui d'une certaine manière existent en dehors des circuits universitaires ou académiques et qui touchent généralement un public large, cultivé, attentif, ce qui est évidemment très satisfaisant pour nous, quand nous publions des ouvrages de cette nature-là. Ce sont aussi, et généralement, des travaux qui nous obligent à sortir un petit peu de notre zone de confort. Il n'était pas évident de travailler a priori sur les reportages de Simnon ou sur des scénarios de films qui en sont adaptés. Et ça, c'est pour moi une des caractéristiques et une des richesses de Simnon, c'est qu'il nous emmène toujours ailleurs. Je veux dire, quand j'avais 30 ans, je ne m'imaginais pas passer toute ma vie sur un seul auteur. C'était quelque chose qui m'apparaissait comme le comble, je ne sais pas moi, d'une espèce de vieille manière de concevoir sa carrière. Mais en réalité, j'ai passé en effet 20 ou 25 ans sur Simnon, mais en faisant des choses toujours différentes. Parce que les demandes, les commandes, les intérêts qu'on pouvait avoir me menaient toujours quelque part ailleurs d'où j'étais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé. Et bien souvent, d'ailleurs, certains de ces travaux nous conduisent à travailler avec des gens qui ne sont pas nécessairement des universitaires, mais qui sont des créateurs ou des praticiens d'autres domaines. Laurent Demoulin, dans Lerne, a interviewé ou a fait parler des écrivains. Travailler sur les scénarios, ça m'a amené à travailler avec des scénaristes ou à discuter avec des réalisateurs. Tout ça, c'est tout un savoir nouveau qu'on apprend, qu'on découvre, etc. Et donc tout ça est très enrichissant. Et donc pour moi, il n'y avait pas vraiment d'hésitation, si vous voulez, c'est que plutôt que de chercher à vaincre, je dirais frontalement, les résistances académiques, qui n'allaient pas disparaître ainsi, il fallait s'orienter vers ce type de travaux qui concilie une recherche qui est souvent neuve avec une forme de vulgarisation intelligente permettant de toucher un public élargi. Alors, si on prend cette première option, si vous voulez, qui est de se consacrer à des travaux comme ceux-là, il y avait la nécessité aussi d'adapter, dans le fond, les modes de fonctionnement du centre d'études à ce nouveau genre d'activité. Et donc d'apprendre de nouveaux modes de gestion de ce fonds. Par exemple, à la suite de l'exposition de 2003, il nous est apparu assez clairement que les documents que nous possédions étaient non seulement des documents fragiles, mais qui avec le temps commençaient à s'abîmer. Et donc, Laurent Demoulin a entrepris toute une campagne de conservation matérielle de ces documents. Alors ça peut paraître peu de choses, mais c'est un travail extrêmement chronophage, assez coûteux pour les finances du fonds, par exemple, mais qui était absolument nécessaire pour que nous nous adaptions aux standards normaux, si je puis dire, ou en cours de conservation des documents. De la même manière, nous avons pris la décision, avec l'aide de la Fondation Roi-Baudouin, de numériser tous les documents précieux et fragiles que nous possédions, pour évidemment en garder une espèce de copie de sauvegarde ou de secours en cas de catastrophe, mais bien plus fondamentalement, pour permettre leur consultation à l'écran plutôt que la manipulation physique, qui toujours présente un risque, finit par abîmer, etc. Donc désormais, et d'une certaine manière, regarder un manuscrit à l'écran, c'est pas, avec la possibilité de zoomer, etc., c'est parfois beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile, d'ailleurs.
Mais ça permet aussi, évidemment, d'avoir toute une banque d'images extrêmement importante que nous pouvons fournir à la demande des éditeurs ou des expositions qui en feraient la demande. Et l'aboutissement de tout ça, si vous voulez, ça a été l'année passée le déménagement et la relocalisation du Fonds Simon en Outremeuse. Jusque-là, nous étions à Colonster, dans un cadre très prestigieux, mais d'une part, nous commencions à être un petit peu à l'étroit en raison de l'accroissement des collections. Les locaux étaient un peu défraîchis, comme il se doit, ils devaient être rénovés. Puis surtout, le Colonster avait un peu changé de fonction, hein, c'était devenu un lieu d'événementiel, et ça devenait moins praticable, si on veut, d'y installer un lieu de recherche. Et s'installer en Outremeuse, ça a été évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que, d'une part, nous recollons maintenant au quartier natal de Simon, bien sûr, mais c'est un lieu qui est évidemment beaucoup plus facilement accessible aux chercheurs, aux étudiants, etc. Et donc, on a vraiment là beaucoup gagné, d'autant qu'on a beaucoup plus de place, et le cadre dans lequel on s'est installé est un cadre parfaitement paramétré pour faire nos recherches. En travaillant aussi en étroite collaboration avec John Simon, et je reviendrai là-dessus, nous avons pu nouer aussi des espèces de partenariats avec des institutions tierces qui nous ont beaucoup aidés. La Fondation Rabaudoise, c'est par l'intercession de John que nous avons pu être mis en contact avec elle et qu'elle a pu nous aider. C'est par John aussi que nous avons été en contact avec la Cinémathèque de Bologne, qui a numérisé l'intégralité des clichés photographiques de Simon que nous possédions, et qui est occupé aujourd'hui à numériser les cassettes enregistrées des dictées. Toute chose que nous ne pourrions pas faire avec nos seuls moyens, vous voyez. Donc, mais tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Enfin aussi, il a fallu que d'une manière ou d'une autre, nous apprenions à professionnaliser nos rapports avec les institutions tierces auxquelles nous sommes susceptibles de prêter des pièces ou d'offrir des images. Très clairement, si on veut, jusque-là, quand une exposition se montait, qu'on prêtait des pièces, nous n'avions pas tout à fait les instruments pour le faire dans les conditions qui étaient les conditions idéales de prêt. C'est-à-dire que nous n'étions pas capables de vérifier si les conditions d'exposition ne risquaient pas d'abîmer les pièces. Nous ne disposions pas d'un inventaire mis à jour de la valeur d'assurance des pièces que nous possédons. Aujourd'hui, on a un inventaire Sotheby's qui nous permet de savoir la valeur exacte de toutes les pièces que nous pourrions prêter. En concertation avec la gestion de l'œuvre, on a mis au point tout un système, si on veut, de standardisation des conditions de prêt, des autorisations, etc., de manière à faire les choses de façon absolument professionnelle et sans laisser de place au hasard. Et donc, tout ça nous a amené aussi à accorder une attention accrue au respect des droits patrimoniaux et moraux de l'œuvre, c'est-à-dire à établir un cadre d'échange clair avec la gestion de l'œuvre représentée par John Simon. Et c'est comme ça que nous avons pris le parti de travailler de plus en plus avec la gestion de l'œuvre depuis les années 2000, ce qui a amené à établir une relation, je pense, assez profitable d'échange et même de confiance avec John Simon. Et l'aboutissement de tout cela, si vous le voulez, c'est précisément cette manifestation de Printemps Simon qui va avoir lieu maintenant dans 3 semaines et qui concrétise en quelque sorte ce rapprochement qu'il y a eu entre nous. Pour expliquer un petit peu la démarche, je veux juste faire un petit rétroacte, c'est que, vous le savez, dans les années 2010 ou par là, quelque chose comme ça, il y a eu le projet de développer à Liège un lieu Simon, qu'on appelle ça musée, centre, peu importe le terme, projet qui était porté par John Simon et le Grès Liège, et qui a donné lieu à des travaux assez poussés, à des études assez poussées. Ça n'a pas pu malheureusement se réaliser. Mais pour avoir participé à certains de ces travaux, notamment dans la commission scientifique, je dois dire que ce projet a été pour moi une espèce de révélation quand je me suis mis à participer à ça.
D'abord parce que ça a été une évidence, vraiment, pour moi, qu'il y avait une nécessité pour que, dans une ville comme Liège, la mémoire de Simenon soit inscrite dans son identité. Enfin, tous les travaux montraient, enfin toutes les études montraient que Simenon était un atout pour Liège, en termes d'identité, en termes de notoriété, en termes de rayonnement, tout le montrait, c'est qu'il fallait le faire. Donc c'est un vecteur de notoriété exceptionnel pour une collectivité comme la nôtre. Deuxièmement, il m'a semblé que toute l'expertise que nous avions acquise au centre, Simenon, pouvait trouver dans ce type de projet un débouché absolument formidable. Parce que là, vraiment, tout ce que nous connaissions, tout ce que nous avions accumulé comme connaissances, avait vraiment une occasion de se manifester pour le grand public, et dans un projet, je dirais, utile à tous. Et puis enfin, tous ces travaux ont été l'occasion de faire travailler ensemble des gens assez divers, la gestion de l'œuvre, les universitaires, les représentants des collectivités comme la ville, etc. Mais aussi des gens de métiers différents. Quelqu'un qui gère une œuvre n'a pas sur elle nécessairement le même regard que l'universitaire, mais n'a pas non plus le même regard qu'un scénographe, un muséologue, etc. Enfin, il y avait là toute une série de compétences extrêmement diverses qu'il fallait mettre ensemble, qu'ils devaient apprendre à travailler ensemble. Et pour moi, j'avais vraiment le sentiment que la connaissance profonde de l'œuvre, associée, si on veut, à la connaissance des mécanismes de gestion de l'œuvre, pouvait de ce point de vue-là produire quelque chose d'assez formidable. Et c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que finalement, il y a à peu près 2 ans, alors que la question de savoir si un projet de type muséal ou autre pouvait se relancer à Liège, qu'est venue la proposition donc de créer un festival Simenon. Cette proposition, en fait, elle s'est élaborée conjointement entre la gestion de l'œuvre, donc John Simenon, et l'Université de Liège, représentée par ses autorités académiques. Ce n'était pas le fonds ou le centre Simenon qui a apporté ce projet-là, c'était vraiment quelque chose qui avait été décidé au sommet de l'institution. Et donc de proposer aussi ce projet à la ville, qui l'a accueilli, je pense, avec un certain enthousiasme. L'idée étant, évidemment, à travers une espèce de rencontre périodique autour de Simenon dans la ville, de voir comment, précisément, cette identité simenonienne pouvait s'installer et comment, éventuellement, on pouvait alors, éventuellement, envisager d'autres sujets. Alors, je pourrais, mais je vois que je suis déjà très long, donc je ne veux pas aborder, je pourrais discuter, évidemment, et je pense que c'est un sujet intéressant, de ce que ça représente pour des universitaires de collaborer avec la gestion d'une œuvre comme celle-là. On pourrait avoir éventuellement des questionnements sur est-ce que c'est pas aliéner une partie de son autonomie ou de sa liberté de chercheur que de travailler avec la gestion de l'œuvre. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut très clairement baliser, mais que quand, je dirais, les points de repère, les balises des deux côtés sont parfaitement établis et que une certaine forme de relation de confiance existe, il y a vraiment moyen plutôt de conjuguer, je dirais, ces deux aspects pour produire des choses intéressantes, plutôt que de considérer qu'elles seraient dans une sorte de confrontation qui serait mauvaise. Mais je veux juste vous parler un tout petit peu là maintenant de ce festival, pour dire un petit peu justement comment il s'élabore et comment il y a là une espèce de rencontre entre ce que nous cherchons à faire à l'université et ce que la gestion de l'œuvre cherche à faire. Si je reviens un peu en arrière, vous avez vu l'affiche de l'exposition en Vendée, l'affiche du festival des Sables d'Olonne, le festival du Chien Jaune, et vous voyez évidemment le visuel que nous avons ici conçu. Je ne juge pas les affiches précédentes, je ne suis pas là pour les débiner, bien sûr, mais vous voyez qu'on a vraiment essayé de changer de mode de représentation de Simenon, de sortir d'une espèce
l'iconographie un peu classique de Simon, toujours représenté, son chapeau, sa pipe, etc., sans l'oublier, puisqu'on a fabriqué, en concert avec l'agence graphique qui nous aide, je crois que je reviens trop en arrière, pardon, un logo finalement assez simple, mais qui reprend les éléments classiques de l'iconographie de Simon, à savoir le chapeau, la pipe. En bleu, c'est le col de son par-dessus, et puis le point, c'est un œil. Et c'est une manière, évidemment, en décomposant, si je puis dire, ces éléments traditionnels, de dire qu'ils sont encore là, mais qu'on essaie de les réarticuler sous une forme un peu neuve. Et c'est un peu l'objectif du festival que nous tenons ici, c'est de proposer une image un peu renouvelée de Simon. Alors, il ne s'agit pas de le dépoussiérer, parce qu'il n'en a pas forcément besoin, hein, c'est pas cette question-là, c'est plutôt de dire, tiens, on va essayer de penser ou d'amener à réfléchir à ce que Simon est aujourd'hui. D'où aussi le titre, le printemps de Simon, qui peut évoquer une certaine fraîcheur aussi, et le code couleur, qui est un peu inhabituel pour Simon, hein. Il faut avouer que le rose n'est pas nécessairement ce qu'on attend comme couleur, hein, et qu'on associe comme couleur à Simon nécessairement. Mais vous voyez qu'on veut aussi garder une espèce de trace des choses avec sa signature, hein, qui dit on est encore quand même avec un écrivain. Alors ce festival, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va... de quoi est-ce qu'il va être fait? D'abord, il profite, si on veut, du fait, et ça c'est quelque chose que moi j'ai toujours éprouvé très fort, que Simon ouvre des portes, propose des opportunités que nous ne pourrions pas avoir facilement. Pour le dire très, très vite, tous les invités que nous avons pour ce festival ont tous répondu avec enthousiasme à notre demande. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont des gens qui viennent le plus souvent, pas dans ce cas ici, mais le plus souvent sans actualité à défendre. Donc, Simon est quelqu'un qui amène des gens, amène des choses, parce que il nous permet de connaître. Et donc, il va y avoir, par exemple, à la salle des fonds patrimoniaux, une exposition en avant-première d'une série de planches, d'une nouvelle série d'adaptations de Simon en bande dessinée, et une série d'adaptations très ambitieuses, puisqu'elle porte pour la première fois sur les romans durs et non sur les maigrets, et que les auteurs qui vont les réaliser sont vraiment des grands formats du domaine de la bande dessinée. Et là, c'est Dargaud qui nous envoie ces auteurs, avec aussi, et c'est ce que l'affiche représente, un biopic sur Simon, qui a été scénarisé par Fromental, Bocquet et John Simon, et qui est dessiné par Jacques de Loustal. Et ça, c'est un petit événement aussi, et évidemment, nous bénéficions de cette actualité-là aussi pour le faire. Ils seront là aussi pour une conférence, participeront au colloque, etc. Il y aura évidemment, et là c'est la partie plus strictement universitaire de ce festival, un colloque dirigé par Laurent Demoulin, qui fera un peu, mais de façon plus approfondie, comme je l'ai fait ici, une espèce de bilan de la recherche simonienne, en voyant quelles sont les voies nouvelles qui pourraient être ouvertes pour cette recherche. Il va y avoir au musée du Grand Cursus une exposition des clichés que Simon a pris pendant ses voyages entre 1931 et 1935. Il s'agit là pour l'essentiel du matériau qui avait déjà été exposé il y a près de 20 ans à Paris, mais qui va être proposé ici dans une autre scénographie et surtout en racontant une autre histoire, c'est-à-dire en essayant de restituer un Simon qui est dans son temps, hein, et qui observe les années 30, d'où ce titre qui peut paraître un peu rébarbatif, l'image d'un monde en crise, dans la période que nous vivons, ce n'est pas nécessairement réjouissant de proposer ça comme titre, évidemment, mais justement, il y a énormément d'échos entre ce que Simon observe là dans les années 30 et ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc cette exposition-là, qui sera accompagnée d'un livre, dont voici la couverture, va traiter ce sujet-là. Je dis en passant que c'est le fonds Simon Patrimoine de la Fondation Rambaudouin qui met à disposition avec John Simon ces tirages et qui publie ce livre qui sera mis en vente à un prix de vente tout à fait modique puisqu'il tournera autour de 7 €. Donc tout le monde pourra se le procurer. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable non plus. Je retourne maintenant sur d'autres choses qui ne me concernent pas, si je puis dire. Mais alors,
Au cours de ce festival, nous aurons aussi des rencontres littéraires dont nous avons confié l'organisation à Philippe Marchewski, un écrivain liégeois, prix Rossel, qui a invité toute une série d'écrivains, français mais aussi chiliens, écossais, italiens, qui viendront parler de leur rapport à l'œuvre de Simenon. C'est d'ailleurs appuyé par la fondation suisse Jan Michalski, qui est une fondation qui est un des principaux mécènes de la littérature en Europe. Et le but aussi de ces rencontres, c'est justement d'essayer de mesurer quelle est l'empreinte ou l'héritage de Simenon dans la littérature d'aujourd'hui, dans la littérature qui se fait encore aujourd'hui. On aura aussi une mini-rétrospective de cinéma au Grignou, avec pour inviter Mathieu Amalric, qui viendra notamment présenter son film, La Chambre bleue. On aura aussi, et vous l'aviez vu dans les images d'attente qu'il y avait, une grande conférence avec Olivier Barrault, qui viendra parler de Simenon comme écrivain voyageur. Donc c'est vraiment une grande conférence dans l'esprit des grandes conférences liégeoises, donc elle s'adresse vraiment à un public très large, et elle va évidemment faire écho aussi à l'exposition des photos, puisque c'est le même thème, bien sûr, qui est là traité. On aura aussi une lecture-dialogue à partir des textes africains de Simenon par Heiko Solovkin. John Simenon lisant les textes de son père et Heiko Solovkin, qui est une jeune écrivaine belge extrêmement prometteuse, extrêmement intéressante, qui a vécu au Congo et au Rwanda, va poser son propre regard sur ces réalités-là. Et c'est quelque chose aussi dont nous attendons beaucoup. Et donc voilà, et puis bien sûr aussi, à la fin de ce festival, nous inaugurerons la refonte numérique du parcours Simenon en Outre-Meuse, donc avec les fonds de la recherche de l'Université de Liège, nous avons revisité, si je puis dire, le parcours Simenon à travers une application de guidage sur smartphone, qui, à chaque station, apportera toute une série d'informations sur le lieu, sur le rapport que Simenon avait avec ce lieu, avec des citations de Simenon qui sont enregistrées et qui pourront être écoutées parlant de ce lieu, avec des photos, et tout ce parcours s'achèvera à la CAC, ce fameux local où la jeunesse liégeoise se réunissait pour refaire le monde, si je puis dire, où là, les visiteurs seront conviés à partir de leur smartphone, à une expérience de réalité virtuelle ou de réalité augmentée plutôt, qui leur permettra de voir l'exploitation romanesque que Simenon a fait de son expérience autobiographique. Ce projet-là, me semble-t-il, est un des projets importants aussi que nous avons mené, parce que là, nous proposons vraiment une nouvelle orientation de recherche, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de se déployer du côté de ce qu'on pourrait appeler la médiation culturelle, c'est-à-dire comment est-ce que, et Simenon est un objet magnifique pour faire ces choses-là, comment pouvons-nous trouver des moyens aujourd'hui de diffuser, de divulguer ce que nous connaissons d'une œuvre comme celle de Simenon, son rapport par exemple à sa ville natale, à Liège, etc., en utilisant les technologies d'aujourd'hui, sans chercher la pyrotechnie. Il n'est pas question de commencer à faire du Disney, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est vraiment essayer de trouver les moyens de permettre à tout l'ancrage des joies de Simenon d'être exposé à travers un parcours qui prend à peu près une heure. Et j'ajoute que si on pense à des développements futurs, évidemment pour Liège, on est là déjà pratiquement dans une espèce de pré-musée Simenon, c'est-à-dire de quelque chose qui permet de dire que s'il y a un lieu Simenon qui doit se dessiner, il y aura sans doute des bâtiments, tout ce que vous voulez, mais il y aura aussi quelque chose qui est à l'extérieur, et qu'il n'y aura plus de frontières entre dedans, dehors, que les visiteurs d'un éventuel musée viendraient ensuite ou poursuivraient par une balade dans les rues de Liège, etc. Donc il y a là des façons un peu neuves d'envisager les choses. Voilà, je vais m'arrêter là, et je m'excuse d'avoir été long, mais ce que je veux simplement dire, c'est que, en tout cas, cette expérience du festival, je n'ai pas encore d'idée, évidemment, du succès qu'il aura auprès du public, et j'espère qu'il sera important, mais enfin, le seul fait qu'il ait lieu,
et qu'il soit abouti est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, parce que ça montre que quand la gestion de l'œuvre, quand l'université et quand la ville s'associent assez étroitement pour faire un projet comme celui-là, on peut parvenir à quelque chose d'extrêmement intéressant. Et que, d'une certaine manière, si on concilie cette ouverture très internationale que nous offre Simenon et cette espèce de notoriété qu'il nous procure, avec la mobilisation de toutes les énergies et de toutes les compétences qu'on peut trouver, et à l'université, il y en a eu beaucoup, par exemple, et à la ville aussi, je crois qu'on peut vraiment réussir des choses importantes et que Simenon peut vraiment être un vecteur pour que quelque chose se passe à Liège. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Un immense merci à Benoît Denis pour son exposé tout à fait captivant, intéressant, et au jour où nous commémorons le 120e anniversaire de la naissance de ce très grand romancier, mais il nous a fait parcourir le temps aussi, en constatant plus particulièrement sur les 50 dernières années combien les études concernant Simenon sont importantes, sont diverses, et il nous a montré aussi combien, je crois que nous devons tous être reconnaissants par rapport à tous ces chercheurs, ces érudits qui n'ont cessé d'apporter leur pierre à l'édifice et qui permettent d'entretenir la connaissance et la notoriété de cet auteur, et qui nous permettent aussi, parce que n'hésitons pas à le dire, de dire que nous sommes fiers d'être liégeois, et que nous sommes fiers de compter parmi les Liégeois les plus célèbres un auteur aussi extraordinaire. Ça, c'est très important de le rappeler. Et dans votre exposé, cher professeur, vous avez, bien sûr, vous partez depuis la naissance, vous parcourez plus particulièrement les 50 dernières années, mais vous n'hésitez pas à aller dans le futur même, puisque le printemps Simenon, c'est seulement dans un mois, mais même moins, c'est 15 jours. Et c'est une invitation, bien sûr, que vous nous donnez à tous, à chacune et à chacun, d'y être présent, d'y être actif. Pas seulement vous-même, mais parlez-en autour de vous. Faites venir vos amis, faites venir vos connaissances, vos parents. N'hésitez pas à faire venir des gens qui ne viennent jamais à Liège, les Bruxellois par exemple. Faites-les venir. Qu'ils viennent, c'est une très très belle occasion. Ils pourront s'arrêter d'ailleurs s'ils le veulent à la gare. C'est un très beau lieu aussi qu'ils ne connaissent pas. Il y a plein de choses qui se font, qui se déroulent à Liège. Et cette conjonction de Simenon, un des Liégeois, un de nos concitoyens les plus célèbres, et notre ville, notre région, c'est aujourd'hui pour nous et pour le Grand Liège, pour ses membres, pour ses amis, pour les membres du Collège Belgique, une formidable opportunité. Alors merci d'avoir si bien présenté les choses. Et comme je le disais tout à l'heure, comme les bonheurs ne viennent jamais seuls, John Simenon m'a dit qu'il était d'accord de venir porter un commentaire sur l'exposé. Il sera terrible, je suis sûr qu'il va être absolument impitoyable. Eh bien, après cette démonstration magistrale et cette rétrospective et des démonstrations remarquables pour laquelle je remercie Benoît, avec un reproche, c'est que mes oreilles ont trop souvent sifflé pendant ce discours, mais je crois qu'il a très très bien résumé l'attachement que nous avons développé l'un et l'autre à créer une véritable collaboration entre deux aspects, deux aspects pas d'exploitation, mais de l'étude d'une œuvre, qui sont d'une part la gestion et d'autre part les études académiques. Je voudrais insister sur un point absolument fondamental. C'est que la collaboration dont il parle, et que je soutiens entièrement, bien entendu, ne peut fonctionner que s'il y a une entente et une compréhension et un respect absolu des prérogatives de chacun des deux domaines qui doivent collaborer. Le domaine académique qui doit garder son indépendance absolument totale, et de ce côté-là,
Je revendique et j'insiste toujours, même je me bats pour qu'il n'y ait jamais le moindre malentendu entre les activités du fonds lui-même et évidemment ça va dans l'autre sens, le respect des prérogatives de la gestion du droit d'auteur, du droit moral. Mais à partir du moment où on connaît bien nos domaines respectifs, c'est là qu'on s'aperçoit que 1 plus 1, ça fait 3. Voilà. Et je voulais te remercier pour l'avoir dit de cette façon-là. Ça m'émeut un peu parce que c'est quand même le fruit de 20 ans de travail. Je dirais que finalement, juste sur une note optimiste et positive, Benoît et moi partageons un aspect très, très spécial, c'est que nous avons découvert que Simenon est tellement varié que nous découvrons tous les deux toujours quelque chose, et c'est pour ça que lui et moi d'ailleurs, nous continuons à travailler et à devenir un peu monomaniaques. Je viens de la distribution où je travaillais pour toute une série d'auteurs de cinéma, et je me suis aperçu qu'un jour, il y avait beaucoup plus de variété à travailler sur tous les aspects de Simenon. C'est un peu ce que tu as décrit aujourd'hui. Eh ben, bienvenue, comme disent les Québécois, tu as la piqûre. Voilà. Merci beaucoup.